Merci d'accueillir donc Dominique Angèle-Vuitton, Bernard Schmitt et Tania Patchef. Alors, Dominique Angèle-Vuitton, vous êtes à ma droite. Bonjour à vous. Vous êtes professeur émérite d'immunologie clinique, médecin interniste et membre de l'Académie nationale de médecine. C'est assez vrai. À votre droite se trouve Bernard Schmitt. Bonjour. Vous êtes médecin hospitalier en endocrinologie, diabétologue, nutrition, et vous êtes enseignant à l'EHESP de Rennes, c'est l'école des hautes études en santé publique. Et puis enfin, Tania Patchef, vous êtes biochimiste, nutritionniste et enseignante spécialisée en santé environnementale. Donc ensemble, nous allons essayer de comprendre comment mieux répondre à nos besoins alimentaires tout en limitant les dangers qui menacent notre santé. On va commencer en parlant du microbiote, de l'immunité du microbiote et de la biodiversité, puisqu'on voit vraiment le lien très fort entre la santé et l'écologie. Dominique Angèle-Vuitton, je vais commencer avec vous. Pourquoi est-ce que vous dites que nos bons microbes sont indispensables à notre santé ? Parce que c'est maintenant tout à fait démontré scientifiquement. Bon, je pense que la médicalisation de la microbiologie a, pendant des années et des années, enfin disons depuis le 19e siècle, même si Pasteur a beaucoup travaillé sur les bons microbes, beaucoup plus que sur les mauvais, mais enfin on est parti de l'idée que le microbe était forcément mauvais, un pathogène qu'il fallait éviter à tout prix. Et je pense que c'est quand même relativement récemment qu'on a pris conscience qu'il y avait beaucoup plus de bons microbes que de mauvais, et que ces bons microbes étaient absolument indispensables. C'est pas facultatif, hein. On est habité de microbes, hein, c'est le microbiote, microbiome quand on considère le génome, et que, disons qu'en gros, la moitié de notre moi vient d'ailleurs, vient des microbes, et c'est en particulier dans l'intestin, mais pas que. Donc, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'on s'aperçoit que, justement, l'évolution de la nutrition au cours, surtout des, disons, 70 dernières années, a eu tendance à évacuer le plus possible les microbes de l'alimentation. Or, il y a un certain nombre d'études qui montrent maintenant que ces maladies de la modernité, entre guillemets, dont on parle beaucoup, sont pour une bonne part dépendants de la diminution de notre contact avec les bons microbes, et en particulier de la diminution de notre contact pendant les périodes les plus cruciales, c'est-à-dire les, disons, 2-3 premières années de la vie, quand le système immunitaire se met en place. On sait depuis très longtemps que le système immunitaire ne peut pas se mettre en place sans le microbiote, justement, sans tous ces microbes qu'on a dans l'intestin, mais c'est vraiment dans les, disons, 20 dernières années qu'on a donné des arguments scientifiques très très solides pour ça. Donc il faut qu'on se réconcilie avec nos microbes, hein. On aura tout à y gagner. Ben oui, alors le problème c'est que on a quand même un dilemme, c'est que très rarement, parce que bon, la qualité de l'hygiène justement beaucoup augmenté, et donc il y a tout un tas de fléaux liés à l'alimentation, comme par exemple la fièvre typhoïde, la brucellose, la tuberculose elle-même, étaient vraiment des fléaux, et on s'en est débarrassé par des mesures d'hygiène. Mais on a l'impression que maintenant, on pousse effectivement l'hygiène tellement loin que pour éviter quelques très rares maladies, que je ne vais pas sous-estimer du tout, hein, si on a un problème pendant sa grossesse avec la listériose, ou si un enfant de 2 ans meurt d'un Escherichia coli qui fait de la chigatoxine, moi la première, je vais être absolument choquée, mais
c'est vrai que c'est des événements extrêmement rares, alors que les maladies de la modernité sont, elles, devenues extrêmement fréquentes. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur l'allergie, puisqu'on a monté une cohorte d'enfants, une cohorte européenne, avec 5 pays européens, pour étudier justement comment la biodiversité microbienne et effectivement prouver que la diversité microbienne était importante pour la prévention contre ces allergies. Bon, on a maintenant la certitude que oui, l'augmentation énorme des allergies dans la population générale, qui est passée d'à peu près 3-4% pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on est maintenant à 35%. 35% de la population française, ça fait quand même pas loin de 25 millions. Je pense que quand on parle en pourcent, ça faut 35%, d'accord. Mais enfin, une maladie qui peut toucher 25 millions de la population, c'est énorme. Donc, on a des éléments maintenant, grâce en particulier à cette cohorte européenne Pasteur sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, pour dire que la réduction de la biodiversité est associée au développement des maladies allergiques. À l'inverse, les milieux, les environnements riches en biodiversité microbienne vont protéger les enfants et plus tard les adultes contre l'émergence de ces pathologies. Bernard Schmitt, comment est-ce que vous définissez, vous, une alimentation saine? C'est une question simple aussi, mais dans un contexte où les repères sont un petit peu bousculés, on aimerait bien savoir comment vous posez la chose. Alors, la question est compliquée. Parce qu'il y a l'alimentation et puis il y a l'aspect sain. L'aspect sain, ça veut dire de bonne santé. Alors si on regarde, j'imaginais que vous alliez me poser cette question, et j'ai regardé les définitions de la santé. Alors je vais vous en donner quelques-unes. René Dubos, vous voyez à peu près qui c'est un vieux de la vieille de l'écologie qui disait « une disposition intellectuelle qui se manifeste par le goût de l'action et la faculté à s'adapter ». C'est pas mal. Ivan Illich, encore un autre vieux bonze de l'écologie, la capacité d'affronter et de façonner le monde environnant de façon autonome. Et puis, il y a l'OMS qui dit « c'est un état total de bien-être physique, mental et social ». Autrement dit, si je regarde qu'est-ce que c'est que manger sain, c'est être capable de choix, c'est être capable de discernement et c'est être capable d'action. Ça, c'est la santé. Et puis après, l'alimentation. L'alimentation, c'est notre énergie. Mais une énergie qui touche aussi notre façon d'être et pas simplement notre façon de fonctionner. Et une alimentation saine, c'est-à-dire favorable, c'est à la fois propice pour nous maintenir en bonne santé, mais c'est aussi favorable qui a la faveur. Et avoir la faveur de, c'est-à-dire me sentir bien. Me sentir bien parce que je dois tenir ma place dans la société, je dois tenir ma place dans ma famille, dans mon être personnel, et que donc me sentir bien, c'est aussi une contribution par la nourriture, c'est-à-dire par le bonheur de manger, par l'aspect du repas, par la convivialité du repas. Pierre Veil, tout à l'heure, a montré des diapositives où chacun avait ses écouteurs au niveau des oreilles. Ça, c'est anti-santé. Et donc, je pense que c'est tout ça, la bonne santé et la bonne alimentation. Bon, ça nous fait déjà des bonnes définitions à méditer. Tania Patchef, vous êtes venue avec des contenants en plastique, j'ai l'impression. Vous avez une démonstration à nous faire sur la question ?
En fait, je voulais essayer de faire un petit jeu avec la salle, parce qu'on parle d'alimentation saine. On a parlé beaucoup depuis tout à l'heure comment dire, de manger bio, c'était bon pour la santé. On a parlé d'aliments ultra transformés, et ça, on a largement compris que c'était délétère pour notre santé. Et du coup, on a beaucoup parlé du contenu de nos assiettes, mais pas trop des contenants. Donc moi, je voulais apporter cette petite touche aujourd'hui et vous faire un petit jeu. Vous demandez, est-ce que ça, d'après vous, c'est du plastique? Oui. Bah, a priori, oui, non? Ça ressemble à Oui. du plastique. Il n'y a pas de piège, effectivement, c'est du plastique. Et si je vous montre ça, est-ce que ça, d'après vous, c'est du plastique? J'ai l'impression que c'est assez partagé. Alors, qui vote pour le plastique? Ok. Ouais, vous me voyez venir, bien sûr. Ah. Et qui dit que c'est du... T'as demandé quoi dans Non, moi je vais demander maintenant qui pense qu'il n'y a pas Voilà, de plastique. c'est ça. Alors moi je pense qu'il n'y a pas de plastique. C'est un petit peu moins quand même. Oui. Alors effectivement, on parlait du bio tout à l'heure. Et en fait, ce préfixe, qui est très rassurant, est aussi apparu dans le monde des emballages et sont arrivés ce qu'on appelle des bioplastiques. Donc ça, effectivement, c'est du carton à l'extérieur, donc c'est de la cellulose, ça vient de végétaux, donc c'est assez rassurant, ça vient de la nature, du naturel, etc. Mais en fait, quand vous l'ouvrez, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est un petit peu plus brillant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que soit la matière plastique est intégrée directement dans la masse de la cellulose, donc du végétal, soit vous avez une petite pellicule comme ça de plastique. Et en fait, au final, ça devient un plastique, puisqu'on va utiliser les mêmes ingrédients que dans les plastiques qui sont faits à base de pétrole. Donc même combat que le premier contenant? Alors oui, alors globalement, aujourd'hui, les études de toxicité nous montrent qu'en fait, in vitro, il y a autant de taux de toxicité avec un plastique, on va dire classique, pétro-sourcé, fait à partir de pétrole, qu'à partir de biosourcé. Donc voilà, donc, je voulais vous montrer, parce que celui-là, on s'est amusé, entre guillemets, à le déshabiller. Donc vous voyez, à l'extérieur, c'est de la cellulose. Et en fait, quand on prend vraiment, ça prend des heures à faire ça, hein. Vous voyez bien que à l'intérieur, vous avez une petite couche de plastique, celui-là, parce que la couche, elle est à la surface, elle n'est pas dans la masse. Donc, je voulais juste vous alerter sur le fait que manger sain et durable, alors j'ai bien compris, Laurent, qu'il fallait dire autre chose que durable, mais je n'ai pas encore trouvé l'alternative. Mais en fait, c'est le contenu, mais aussi les contenants. Quel que soit le type de plastique, aujourd'hui, on produit 460 millions de tonnes de plastique par an. Alors comme ça, c'est des chiffres tellement énormes qu'on ne se rend pas compte de ça. Mais ayez en tête que ces plastiques-là, il y a quasiment 80% en fait, qui vont être utilisés, qui vont finir en déchets. Et seulement la moitié est utilisée sur du long terme. L'autre moitié, c'est du jetable, ou en tout cas utilisé moins de 3 ans. Donc c'est colossal. Donc si nous, en tant que consommateurs et en tant que mangeurs, on essaye d'en consommer moins ou d'en utiliser le moins possible, eh bien en fait on va contribuer à ce côté sain et durable, mais de notre santé à nous, mais aussi de la santé de tous les écosystèmes, parce qu'on sait aujourd'hui que la pollution plastique, c'est assez catastrophique. Et que l'homme, en fait, contient du plastique dans énormément d'organes. On le sait. Alors, je ne vais pas vous faire la liste pour ne pas vous effrayer, mais c'est vrai que quand on cherche, on trouve. Et donc, moins on va en acheter, ou en tout cas en utiliser. Alors, il y a le côté déchets plastiques et pollution plastique, mais il y a aussi le côté, effectivement... Oui. Le passage les risques sur la santé, c'est voilà. ça, le passage de l'aliment. Tout à fait. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des molécules qui vont migrer du contenant vers le contenu, cette fois-ci. Et ça, alors, il y a plein de types de polluants, mais il y a particulièrement ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui viennent mettre le bazar dans notre système hormonal. D'accord ? Les glandes endocrines, ce sont les glandes qui fabriquent nos hormones. Et donc, on sait aujourd'hui que ça a des conséquences sur notre santé. Et on parlait tout à l'heure, Dominique en parlait, et vous aussi, du fait de faire très attention, particulièrement aux premières années de la vie. On sait aujourd'hui qu'il y a des fenêtres de vulnérabilité
assez polluants, et notamment aux perturbateurs endocriniens. Et donc la vie in utero, donc la grossesse et les 2 aux 3 premières années des petits bouts de chou, en fait, c'est important de les protéger parce qu'à une exposition identique à nous, les adultes, en fait, ils vont être beaucoup plus contaminés que nous. Donc, évidemment, je pense aux biberons. Ouais. Mais c'est interdit maintenant. Alors, c'est pas interdit, les biberons en plastique. C'est encore autorisé. C'est vendu dans tous les supermarchés comme les plats ultra transformés sont vendus avec des barquettes en plastique. C'est malheureusement pas interdit, donc ça existe. Donc il faut vraiment que les parents s'informent. Et je pense que c'est aussi l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter ça, parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens ont une autre caractéristique, c'est que c'est pas la dose qui fait le poison. C'est-à-dire qu'à des doses très petites, en fait, on peut avoir un risque de développer une pathologie un petit peu plus tard. Et donc, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que c'est l'exposition qui fait le poison. Donc, un petit bébé, il va manger plusieurs fois par jour. Et donc, si on lui donne du lait chaud dans un biberon en plastique plusieurs fois par jour, en fait, on l'expose beaucoup. Et on sait en plus que quand on fait chauffer dans du plastique, en fait, on va augmenter la migration de ces molécules dans le contenu. D'autant plus que le lait est gras, et le gras aussi va augmenter cette migration. Donc, l'idée, c'était de vous alerter un petit peu sur les emballages, en fait, au contact alimentaire que vous pouvez avoir dans vos placards, dans votre frigo, et de surtout ne pas réchauffer dans des contenants en plastique, justement à cause de tous ces risques. Et alors, vous avez apporté un contenant en métal ? Oui. Donc ça, c'est l'idéal à adopter. Alors c'est pas forcément l'idéal, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi le verre. Mais comme je venais de Paris, j'ai pas trimballé tous mes contenants en verre. J'ai amené un contenant en inox parce qu'en fait, c'est beaucoup plus léger. Et effectivement, alors on parlait de loi tout à l'heure, les biberons en plastique sont légalement en vente. Par contre, vous avez le droit, c'est la loi AGEC, c'est la loi, je me rappelle jamais ce que ça veut dire, anti-gaspillage et économie circulaire, qui vous autorise en fait à aller dans vos commerces et de vous présenter avec vos propres contenants pour éviter justement soit de prendre une petite, si vous achetez vos carottes râpées chez votre traiteur dans une petite barquette comme ça, ou votre viande, votre poisson, votre fromage par exemple, vous pouvez tout à fait y aller avec votre propre contenant et du coup, non seulement vous limitez votre exposition personnelle, mais vous allez limiter la production de déchets. Bernard Schmitt, vous souhaitiez rebondir. Oui, je rebondis sur les perturbateurs endocriniens. Je suis endocrinologue et j'ai eu à traiter je ne sais pas combien d'enfants avec des pubertés précoces. Alors, les parents m'amènent des enfants qui ont 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et qui ont déjà une puberté bien entamée, ce qui leur pose des problèmes, et surtout qui va poser des problèmes pour ces gamines qui vont grandir très vite. Alors, ce sera les plus grandes de leur classe quand elles sont en maternelle, en primaire, et puis après, elles bloquent parce qu'elles vont souder leurs os, et ce seront des petites filles ou des petites adultes qui posent de gros problèmes sur la croissance, mais aussi sur la régulation de leurs règles, de leurs hormones. Et ça, j'en ai vu énormément. C'est donc une véritable sonnette d'alarme. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les conséquences que l'on peut avoir. À être exposé dès le plus jeune âge, en fait, c'est ça. Pardon ? À être exposé dès le plus jeune âge à ces perturbateurs endocriniens. Tout à fait. Et puis chez les garçons aussi, les cryptorchidis, c'est-à-dire au moment de la naissance du garçon, parce que c'est les mères qui consomment, et au moment de la naissance de petits garçons, les testicules n'ont pas migré dans les bourses, et il y a d'énormes problèmes de différenciation sexuelle. Donc là, on est vraiment dans un problème extrêmement important pour ces enfants et pour les parents et pour la société. Encore un mot, Tania, et puis je repasse la parole à Oui, je voulais rajouter qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, ce qui fait qu'ils sont un petit peu difficiles à appréhender, c'est qu'en fait, c'est pas parce que vous mangez quelque chose, par exemple ce soir, qui a été réchauffé dans du plastique, que vous allez être malade demain.
les risques sont pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, sauf quand effectivement il y a une exposition in utero et on a les malformations à la naissance des petits garçons. Moi, par exemple, j'ai des patients, en fait, je travaille dans un service où on prend en charge l'infertilité des couples liés à des expositions environnementales. Donc moi, en fait, je les vois beaucoup plus tard, où effectivement, on a caractérisé une infertilité liée à une exposition environnementale, mais qui est antérieure. Donc ce qui est intéressant, c'est que chez les messieurs, particulièrement en travaillant sur leur environnement quotidien, et pas uniquement l'alimentation, mais vraiment l'environnement au sens large, en fait, on arrive à avoir des améliorations sur la production de sperme, de spermatozoïdes qui soient en bon état, on va dire. Dominique Angèle-Huiton, comment la perte justement de biodiversité agricole et microbienne rejaillit sur notre santé en fait? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, les mécanismes sont complexes, hein, bien sûr, mais on a l'impression que le développement du système immunitaire est quand même un lien important. Et le microbiote, en particulier intestinal, est un peu le nœud de ce lien, hein, entre l'exposition environnementale ou alimentaire et la protection ou au contraire le risque de pathologie. Si on en revient aux allergies, parce que comme dans la population c'est très très fréquent, donc il y a plus d'études qui ont été faites sur les allergies que sur d'autres maladies auto-immunes, inflammatoires, etc. Mais ça commence, parce que c'est un peu les mêmes mécanismes, on s'aperçoit que si on veut s'en tenir à l'alimentation, puisque un des gros facteurs de protection, c'était l'environnement de la ferme, les contacts quotidiens avec des animaux, tout ça. Mais ça, c'est pas de l'alimentation. Donc, ce qui a été issu de toutes les études qui ont été faites sur ce sujet, c'est, par exemple, le rôle qui a beaucoup fait débat de la consommation de lait cru. Pratiquement toutes les études, qu'elles soient observationnelles ou de cohorte comme l'étude Pasteur, ont pu montrer effectivement que la consommation de lait cru était associée, et ça protège au moins 50% des enfants contre la survenue ultérieure de maladies allergiques. Et dans ces études qui ont travaillé sur l'allergie, on peut montrer que dès la grossesse, dès l'environnement de la mère et dès la consommation de lait cru par la femme enceinte, ce qui est tout à fait prohibé par nos pouvoirs publics, hein, de santé publique, mais c'est une étude observationnelle, donc les gens ont dit ce qu'ils buvaient, et en particulier les fermiers buvaient souvent leur propre lait auquel ils avaient confiance. Donc on voit que dès la vie intra-utérine, il y a, par la consommation de ce lait cru, une protection des enfants qui va être renforcée encore par la consommation par l'enfant du lait cru. Et cet effet est indépendant de l'effet de la ferme, c'est-à-dire respirer la ferme, toucher les animaux, etc. C'est un des facteurs, mais le facteur lait cru et produit au lait cru est un autre facteur. Alors, à ce propos, là, je voulais revenir sur la notion de sain, effectivement, S-A-I-N, parce que, bon, c'est une très belle définition que vous avez donnée, qui sont très holistiques, je dirais, enfin, comprehensive, comme ils disent. Mais on a l'impression que les pouvoirs publics, pour le coup, en termes de santé publique, associent sain à sans microbes pathogènes. Et toutes les directives circulaires, lois, enfin, qui ont été faites sur l'alimentation saine ont, pour les 3/4 au moins, touché ça. C'est-à-dire comment rendre un aliment le plus dépourvu de microbes possible pour ne pas avoir de maladies infectieuses liées à cette consommation. On comprend bien pourquoi, parce qu'on peut avoir un coupable. Hein.
c'est les conséquences d'un germe pathogène, surtout quand il fait mourir, c'est du 100%. Et c'est tout de suite. Et maintenant, on retrouve les tickets de grande surface et on associe comme ça un cas à une exploitation agricole donnée ou à un laitier, par exemple, donné. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très difficile de savoir ce qu'est réellement la prévention contre des maladies qui vont se développer toute la vie. Et on a dit il y a 25 millions d'allergiques. 25 millions d'allergiques, ça fait du tas quand même. Hein. Mais ça n'arrive que tardivement, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, encore plus tard pendant la vie adulte. Et c'est très difficile de trouver le coupable. Hein. Donc on est dans un système qui est essentiellement répressif, parce que c'est le plus commode. Et je pense qu'il faudrait quand même réfléchir à penser l'avenir. Et penser l'avenir, ça veut dire que notre alimentation est de plus en plus pauvre en biodiversité. Et comment notre système immunitaire va faire, et comment notre système de santé va supporter toutes les nouvelles pathologies liées à ça. Donc il faut aussi penser la subtilité et la complexité des choses. Hein. Oui, et puis voir sur le long terme, mais le problème des politiques, c'est que... C'est du court terme. C'est du court terme. Bernard Schmitt. Alors, sur le plan, je dirais, des microbiotes, parce que nous avons un microbiote intestinal, mais nous avons des microbiotes cutanés et nous avons des microbiotes environnementaux. Par exemple, pour les environnementaux, dans les Vosges, on fait du master. En Haute-Savoie, on fait du reblochon. C'est exactement les mêmes techniques. Mais vous ne ferez jamais du master en Haute-Savoie et vous ne ferez jamais du reblochon dans les Vosges. Et du Mont d'Or et du Mont d'Or en Normandie. Et du Mont d'Or, oui, voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que un certain nombre d'entre vous ont été opérés, ont subi une intervention chirurgicale. Il y a quelques années, obligatoire de prendre sa douche avec un produit qui est de couleur rouge, autant que je sache, oui. Et pour se désinfecter, c'est-à-dire pour tuer l'ensemble des bactéries sur l'ensemble du corps, y compris les cheveux, etc., même si c'est au niveau de l'abdomen. Aujourd'hui, on dit « soyez propre ». Un bon savon de Marseille, ça suffit, mais vous ne détruirez pas vos bonnes bactéries. Oui. Et sur le plan digestif, il faut bien comprendre que notre tube digestif est un milieu ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, une sortie, et c'est en contact avec notre environnement. Or, cet environnement, c'est un environnement étranger à notre milieu intérieur. Il faut donc qu'il y ait un filtre rigoureux au niveau de la paroi digestive et qu'il y ait une digestion très rigoureuse de nos intrants, si je puis dire, pour que le passage à travers la paroi digestive soit compatible avec notre immunité. Donc, il faut ces bactéries, ces virus, ces germes, ces champignons, ces levures, etc. Autrement, ça ne marche pas. Tania Patchef. Oui, je voulais rajouter un point qui est important. On parle depuis tout à l'heure de l'alimentation, de ce qu'on mange. Là, on parle de notre environnement microbien. En fait, il y a quelque chose en fait, qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes, et notamment à beaucoup d'enfants, c'est justement cette connexion avec la nature. Et on sait aujourd'hui que le microbiote des sols a un impact sur nos microbiotes à nous. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent les bienfaits de se reconnecter avec la nature. Et ce n'est pas juste pour être dehors et être plein de gadous. Par exemple, en Finlande, il y a une ville qui a revégétalisé toutes les cours d'école et des crèches.
et qui s'est lancé dans l'école dehors. Et en fait, il y a une belle étude dans la ville de Lahti qui a été faite et qui montre qu'en fait, ils ont fait un avant-après, ils ont regardé les microbiotes cutanés et intestinaux des enfants. Et ils se sont rendus compte que très rapidement, c'est en quelques semaines, le microbiote cutané en 15 jours s'est amélioré, le microbiote intestinal, il y a mis un peu plus de temps. Mais ça montre quoi? Ça montre que quand on est au contact avec la nature, en fait, on va se nourrir, entre guillemets, des microbes qui sont dehors, dans l'environnement, et il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, c'est bon pour notre santé, comme le disait très justement Dominique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a peur des microbes, parce qu'on nous a beaucoup dit, depuis Pasteur, que le microbe peut être dangereux, mais il y a aussi des bons microbes. Et donc, quand vous avez des enfants, mettez-les dans l'herbe, qu'ils puissent être en contact avec la terre, l'herbe, les fleurs, etc. En fait, ça va nourrir leur microbiote. Et du coup, plus tard, ils seront beaucoup moins malades parce que justement, leur système immunitaire va être en meilleure forme, en meilleure santé. Ça, c'est documenté aussi par la science, sur des expériences qui ont été faites entre des enfants des campagnes ou des villes. Tout à fait. Ça fait partie de l'étude. C'est l'étude Pasteur, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas d'études ailleurs dans le monde qui maintenant vont dans ce sens. Ce qui est très étonnant, c'est une certaine omerta autour de ces résultats. Et on a l'impression que, d'ailleurs, quel que soit le pays, personne n'a trop envie d'entendre ça parce que, quelque part, c'est sale et puis c'est en relation avec la campagne. Ça fait partie aussi de l'agribashing, je pense. Mais la prescription de nature, j'ai des collègues dans la salle qui font de la prescription de nature. Moi-même, j'en fais. C'est très efficace. Alors, qu'est-ce que vous prescrivez? Une balade en forêt Une balade en forêt. Au moins, si vous habitez en ville, si vous faites votre trajet maison-travail, et s'il y a un parc entre les deux, essayez de passer par ce parc plutôt que de passer par la rue qui est très bétonnée, où vous ne verrez pas de nature. En fait, il y a la règle des 3, 30, 300, c'est-à-dire voir 3 arbres, alors je me rappelle jamais le 30, mais je vais le retrouver. Et le 300, c'est d'habiter à moins de 300 mètres justement de végétaux. Et en fait, on sait aujourd'hui, c'est encore prouvé scientifiquement, il faudrait que je vous retrouve la référence, mais que ça a un vrai impact positif sur notre santé physique et mentale. En tout cas, pour résumer, avant de passer à vos questions dans la salle, la standardisation alimentaire mondiale, c'est un danger majeur aujourd'hui finalement, c'est un enjeu majeur aussi. Absolument. On est d'accord? Ah oui, quand on voit ce qui se passe une catastrophe, en Chine actuellement, où il y a une transition alimentaire, environnementale majeure, ça fait peur. Oui. On va passer aux questions. Tania, vous vouliez dire? Je voulais juste rajouter qu'en fait, l'alimentation ultra transformée, en fait, nous fait, je crois que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais fait qu'en fait, la biodiversité de notre propre microbiote en pâtit largement et concourt du coup à un mauvais système immunitaire, à une barrière intestinale qui va être en moins bon état et donc va laisser passer des pathogènes. Oui, la démonstration dans les maladies inflammatoires de l'intestin est maintenant faite avec les aliments ultra-transformés. Je pense que maintenant que le Nutri-Score inclut une partie de l'ultra-transformation dans son code, ça commence. On peut espérer que c'est déjà une petite amélioration du Nutri-Score, mais apparemment, ce fait a fait que un des plus gros groupes agroalimentaires français s'est sorti du Nutri-Score. Et ça, tous les médecins qui s'occupent de maladies inflammatoires, en particulier de l'intestin, sont assez catastrophés, je dirais. Oui, juste à ce propos du Nutri-Score, j'ai fait partie de l'équipe avec Serge Herzberg pour mettre au point le Nutri-Score. Et il y a eu des controverses internes considérables. Et on a réussi à aboutir à une sorte de niveau moyen qu'on savait pertinemment être insuffisant, mais qui devait s'améliorer. Or, il y a eu une amélioration récente, et il y en aura encore d'autres. Et je pense que la médecine comme la santé, enfin, ce ne sont pas des sciences exactes. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, il y a la force des lobbies en face. Oui, là c'est évident, donc, parce que cette amélioration a été quand même la raison pour laquelle un de nos groupes quand même phares
s'est retiré Ouais. d'une Oui, liste. c'est ça. Allez, on passe aux questions. Je vais juste demander pour celles et ceux qui posent des questions de poser des questions courtes, s'il vous plaît, pour que vous soyez plus nombreux à pouvoir intervenir, parce qu'il nous reste 10 minutes. Bonjour. En plus, bonjour, c'est même pas une question, c'est juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je conseille fortement le documentaire de Marie-Monique Robin sur les microbes. Je ne sais plus le titre exact, mais en tout cas, ça C'est reprend. Vive les microbes. Voilà, et ça reprend tout ce que vous avez dit qui est passionnant. Et il y a une version plus courte qui résume l'étude Pasteur et qu'on peut trouver sur le site de l'Éducation nationale et qui est un tout petit, une vidéo un film d'un quart d'heure à peu près et centré sur cet aspect-là. Mais évidemment, le film lui-même est fantastique. Et il est disponible. Alors, oui, rapidement, j'ai eu le privilège de piloter le projet de renaturation des cours d'école. Donc, on a renaturé toutes les cours d'école et de crèches quasiment de Rouen. Et on a vu que les enfants avaient complètement changé leur approche à la terre, à la nature, etc. Mais c'est les parents qu'il faut convaincre. Et je voudrais votre avis, parce que la première réflexion qu'on a eue tout au début du processus, c'était, vous imaginez, les enfants rentrent à la maison avec de la terre aux pieds. Ce qui était faux en réalité, parce qu'on sait, je suis aussi instituteur en REP+, et on sait gérer ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question générationnelle et intergénérationnelle qui pose parfois quand même problème. Oui, moi j'ai participé à des revégétalisations justement, mais avec un accompagnement dans des villes où ces freins ont émergé au début de l'accompagnement et du coup le fait de travailler tous ensemble et de co-construire le projet, finalement ça se passe très bien. Mais ça peut être un frein effectivement qui est très vite levé. Allez, une autre question. Bonjour. Oui. Oui, bonjour, je suis ici. Oui. J'ai entendu parler tout à l'heure de prescription nature et ça m'a vraiment fait plaisir. Je fais partie d'une association, la Bouillon Terre d'Avenir. Là, on a sauvé des 10 hectares à Repinville il y a une vingtaine d'années. Ce matin, il y avait 2 balades avec Biogé sur le site, donc c'est vraiment un site merveilleux. Et ma question, c'est quand est-ce que les élus de la ville de Rouen vont se décider à ce qu'il y ait des journées nature systématiques de tous les enfants de la ville pour venir sur Repinville, quoi. Ça fait des années qu'on attend et là on arrive en campagne municipale, quelles que soient les listes, quels que soient les candidats, il faut vraiment que ce que j'ai entendu là tout de suite, là c'est sur quoi on était convaincus, mais là scientifiquement vous nous le prouvez, il faut absolument, ce site-là on l'a sauvé, personne ne le connaît, il est à la sortie de Rouen, il faut que les élus s'engagent dans les prochaines propositions, à ce que les écoles de Rouen viennent au moins une fois à tour de rôle, sur le site, on a monté un projet là-dessus, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. L'année dernière, il y a eu 0 sortie. Cette année, on essaye d'en avoir 10 ou 20, mais on n'est pas à la bonne échelle, quoi. Quand est-ce que les élus vont se décider à bouger pour mettre nos enfants dans la nature? Merci. Très bien. Le message est passé. Alors, Monsieur Bérégovoy, vous voulez répondre rapidement, parce que ça vous était directement adressé quand même? Si on est inefficace, on l'est ensemble, parce que ça fait 10 ans qu'on pilote le projet ensemble, Philippe. Mais non, tu sais très bien qu'il y a eu des complexités. Notamment, on a racheté, effectivement, on a racheté une maison qu'on va rénover. Mais on ne peut pas rénover les vieilles pierres de Rouen et le faire de telle manière, et en même temps rénover les petites maisons pour l'environnement. Il faut faire un choix. Moi, mon choix, c'est les petites maisons pour l'environnement qui sont absolument utiles, mais on verra ça dans quelques semaines, quelques mois. Allez, la parenthèse est refermée. Une question ici. Moi, je voulais simplement demander, vous avez parlé des enfants qui étaient à la campagne et qui développaient un bon microbiote. Ces enfants, quand ils grandissent et qu'ils partent en ville, est-ce qu'on peut penser qu'ils vont garder leur bon microbiote ou est-ce qu'ils peuvent perdre tout ce qu'ils ont acquis dans leur enfance? Alors, ce qu'on a de démontré, c'est que c'est beaucoup mieux quand on reste en contact avec cet environnement protecteur. Ça renforce et ça pérennise, je dirais, le bon système immunitaire. Après ça, il y a peu d'études qui, en particulier dans les cohortes, il n'y a aucune étude à ma connaissance qui a suivi des gens jusqu'à l'âge de 50 ans, etc. Et techniquement, c'est même déjà difficile. Nous, nos enfants ont plus de 20 ans.
Alors là, on commence à avoir des problèmes réglementaires. Il faut qu'ils redonnent un accord pour confirmer ce que leurs parents avaient fait il y a 20 ans. Ça devient très complexe. Donc, ces problèmes de régulation européenne on nous empêche un peu d'avancer. Et en plus de ça, bon, il y a forcément des pertes. Hein. Nous, on a une cohorte de 1000 familles au départ. Même si c'est une étude qui a vraiment tenu bon pendant très très longtemps, bon, les choses forcément s'essoufflent. Et donc, avoir vraiment des études qui puissent prouver que ceux qui n'ont plus du tout de contact avec la nature, etc., perdent de l'immunité quelque part et que les autres la conservent. Là, on n'a pas d'études pour démontrer ça. Mais ça serait vraiment intéressant de travailler sur le plus long terme. Monsieur, question courte, hein, s'il vous plaît. Oui. Avec les Amis des sciences naturelles et du Muséum de Rouen, nous étudions la nature et la flore, la végétation depuis le 19e siècle. Si on ne peut pas aller toujours dans la nature, on peut peut-être faire venir la nature chez nous, et vous avez derrière vous un certain nombre de plantes d'intérieur. Est-ce que ces plantes d'intérieur, et la terre d'ailleurs qui les nourrit, est-ce que ça peut être un élément qui remplacerait ou qui compléterait nos visites, pas seulement les nôtres à nous pour scientifiques, mais pour justement retrouver ce lien avec la nature et donc favoriser notre microbiote? Alors là, c'est un peu compliqué. Enfin, je pense que le milieu de la plante en pot à la maison est quand même un milieu très, très restrictif. Et ce qui est montré dans toutes les études sur la vie à la ferme, etc., c'est que le contact avec les animaux, par exemple, est un élément vraiment très déterminant pour l'environnement respiré, quelque part. Hein. Et ce contact avec les animaux se voit particulièrement sur justement le contact que la mère, pendant sa grossesse, a avec différentes espèces d'animaux, donc une biodiversité maximale des microbes des animaux, plus autre chose très certainement, des substances contenues dans les excréments, dans la peau, dans des animaux. Donc il y a un effet animal qui est assez important. Donc la plante en pot, elle est assez loin de ça. Par contre, elle va faire du bien à votre santé mentale. Ça, il y a plein d'études qui ont montré que de voir du vert, d'être dans un environnement avec du vert, a un impact positif sur votre santé mentale. Allez, une dernière question avant la pause. Oui, merci beaucoup. Voilà. Mettez bien le micro devant la bouche, s'il vous plaît. Dans la bouche? Devant, ça suffira. Ça suffira, je vous en demande pas tant. Le microbe est bon pour la santé, le micro, c'est pas sûr. Oui, on peut noter de plus en plus de cancers. Je pense qu'il y a un rapport important entre l'alimentation, l'environnement, j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le rôle de ce que je vous présente? À mon avis, c'est plurifactoriel et donc c'est très difficile de répondre à votre question. Toutefois, on sait qu'un des moteurs du cancer, ce sont toutes les lésions pré-cancéreuses qui sont d'origine inflammatoire et avec une agression de l'oxygène, puisque, si vous voulez, l'oxygène, les radicaux libres sont extrêmement agressifs, et que de ce point de vue-là, tout ce qui peut diminuer cette agression globale de notre organisme, avec notamment modification du message génétique au niveau de nos cellules, est bénéfique. Alors, tout à l'heure, Pierre Bayle, qui faisait son introduction, parlait de la mise de notre rencontre
qui a créé la filière bleu-blanc-cœur. Dans la filière bleu-blanc-cœur, nous avons beaucoup travaillé sur le côté anti-inflammatoire et de protection, de protection des radicaux libres. Et je pense qu'effectivement, quand on regarde les statistiques sur la prévalence des cancers en France, c'est extrêmement caractéristique de voir que la répartition des cancers est strictement identique à la répartition de l'obésité et du diabète. C'est-à-dire que nous sommes dans une sorte cette ressemblance entre ces épidémiologies nous montre que finalement c'est la même origine, la même pathologie, et qu'on le retrouve dans l'Europe, puisque vous avez un gradient sud-ouest, nord-est. Le plus de cancers, c'est les pays du nord-ouest de l'Europe et anglo-saxons, et les pays méditerranéens et les pays du sud de l'Europe sont les moins atteints, y compris pour les autres pathologies dites de civilisation. Donc là, on est bien dans un domaine qui doit être approfondi et pour lesquels on peut avoir des réponses, comme la réponse, par exemple, de Bleu-Blanc-Cœur. Je voulais juste rajouter, on a parlé de perturbateurs endocriniens tout à l'heure. En fait, les perturbateurs endocriniens, on sait aujourd'hui, alors encore une fois, c'est jamais une seule cause, mais dans cet exposome, ils font partie de ça. Et il y a des liens aujourd'hui qui ont été établis entre justement l'émergence de certains cancers. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont obésogènes et diabétogènes, donc en fait qui vont favoriser justement l'apparition de diabète, d'obésité, qu'on ne s'expliquerait peut-être pas autrement. Donc oui, ces tendances, elles sont malheureusement à la hausse et on va dire le bouillon chimique dans lequel on vit, y est certainement pour quelque chose. Et en plus de ça, il y a une immunosurveillance permanente. Tous les jours de notre vie, on élimine des cellules cancéreuses. Et si le système immunitaire est mal orienté, cette élimination quotidienne des cellules cancéreuses va moins bien se faire et du coup ça contribue encore à l'exposome. Il y a l'exposome, mais il y a aussi comment on se défend contre cet exposome, tout ce à quoi on est exposé, et c'est essentiellement le système immunitaire qui le fait. Si lui-même est un peu défectueux, eh bien on comprend bien que le cancer va émerger. Mais il y a des facteurs aussi psychologiques, etc., qui agissent sur le système immunitaire, les stress, les événements difficiles de la vie, enfin, tout ça est bien compliqué, mais commence à être assez bien décortiqué, je dirais. Mais là aussi, c'est effectivement multifactoriel, donc complexe. Merci beaucoup à tous les trois. Je serais quand même plus positive que le petit dessin. Enfin, il y a plein de solutions, hein. Vraiment. On vous applaudit, merci beaucoup.